réussir et à faire du travail un levier positif pour la vie entière en fait et pour nos enfants parce que comment nos enfants nous voient quand on rentre du travail, est-ce qu'on est épuisé, est-ce qu'on dort pas, est-ce qu'on pleure tout le temps, quelle image ils ont eux de la représentation du travail. Bonjour et bienvenue sur À bout de taf, le média qui s'intéresse aux crises du travail. Vous êtes sur le cycle décideur et aujourd'hui je suis au micro avec Caroline Poissonnier à la tête du groupe Potelé. Elle nous racontera le réel de son activité. Bienvenue Caroline. Merci Outaïna, merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Pour commencer, ça fait quoi d'hériter d'une entreprise ? Oh, ça fait quoi? C'est une question à laquelle je n'ai jamais pensé. Ça fait, de la fierté, ça fait, de la pression aussi, puisque c'est un mélange un petit peu des 2, hein, d'être à la hauteur, de poursuivre cette belle aventure, d'osciller entre tradition et modernité. Je pense que c'est tout l'enjeu des entreprises familiales, hein, de se réinventer, de faire un prénom et de pouvoir être en capacité de transmettre cette société à nos enfants, peut-être? Transmettre, c'est un verbe qui n'est pas toujours facile à retrouver Ah non. dans ces écosystèmes-là, en particulier, on va dire, de dirigeants, parce qu'on est occupé par, le court terme. Ouais. À quel moment tu penses à ce long terme? Alors ça, c'est l'avantage d'être 2, parce que je co-dirige, le groupe familial, hein, le groupe Baudelaire avec mon frère Jean-Baptiste et lui est plutôt dans une vision de court terme et moi de long terme. Donc ça laisse un petit peu de temps et un petit peu d'espace pour penser à la suite, repenser les stratégies, la gouvernance, l'organisation, tout en ayant vraiment quelqu'un, qui s'occupe du court terme, du quotidien, du commerce, de l'exploitation et qui gère les problèmes au jour le jour. Donc ça, c'est une vraie force pour nous. Je t'avais entendu dire lors d'une conférence, qu'un jour tu t'es réveillée et que tu as eu une crise, on va dire Ouais, existentielle, sur ouais, ton métier. ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, donc je vous ai parlé de la force, de la complémentarité entre Jean-Baptiste et moi. Pendant longtemps, on a fait ça. Lui était dedans maintenant et moi dehors demain. Et un jour, on s'est quand même rendu compte qu'on n'avait pas envie d'aller, ni au même endroit, ni à la même vitesse, ce qui pose un petit problème, quand on co-dirige une entreprise familiale. Et donc, moi, j'avais envie, d'aller plus grande, partir au national, d'aller plus loin. Je commençais à prendre beaucoup la parole sur la transition écologique et énergétique, jusque dans des médias nationaux, justement. Et lui n'avait pas envie d'y aller. C'était pas sa façon de voir les choses, c'était pas son envie, de mener son métier. Et donc il m'a dit: «Caroline, nous on a besoin de toi dans la boîte, reviens, parce que, voilà, aujourd'hui la boîte elle est régionale et donc c'est comme ça que ça doit se passer». Et donc je suis revenue, mais j'ai arrêté un petit peu de faire, ce que j'aimais bien faire, ce côté, visibilité, projection et moi, dans mon mindset à moi, rester, monométier régional pendant les 30 prochaines années, bah, voilà, ça faisait pas beaucoup de sens. Et là, je suis rentrée du coup dans une phase lente, hein, et peut-être sournoise aussi, de, perte d'envie. Donc je suis rentrée dans l'entreprise familiale, j'ai fait moins de choses, à l'extérieur, sauf que moi, c'est l'extérieur, les réseaux, plein de choses qui me nourrissent et qui me donnent plein d'idées pour la suite et j'étais pas bien, quoi et petit à petit, j'ai perdu la joie et quand on perd la joie, on perd beaucoup de choses. Parce qu'on n'a plus envie. En fait, la joie entraîne l'envie, hein, donc je me suis dit que petit à petit, j'avais de moins en moins envie d'aller bosser. Les projets qui étaient mis sur la table, j'avais pas envie de les mener, j'avais pas envie de gérer les problèmes. Les équipes, tout devenait plus lourd à porter sur mes épaules. Je vous ai parlé à la fois de fierté, je vous ai parlé d'ambition, je vous ai parlé de pression aussi. Quand, les contraintes et la pression deviennent, plus fortes ou en tout cas supplantent l'envie et la joie qu'on a de travailler, ça pose un problème. Et donc à un moment, je me suis posé la question de: «Est-ce que je reste dans l'entreprise ou est-ce que je pars?» Et cette question, je me la suis posée quand, j'ai pris un mini mur, on peut le dire comme ça, hein. J'ai eu un accident de voiture un jour et j'étais dans une spirale extrêmement négative, de négativité. Alors, j'ai cette chance de ne pas avoir été au burn-out, à la dépression, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, j'ai commencé à vivre ça et à me rendre compte, moi qui suis extrêmement, solaire, je ris tout le temps, je ris très fort, j'ai un rire assez communicatif que pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, j'avais plus ri. J'étais plus joyeuse. Vous voyez, enfin, on parlait d'envie tout à l'heure, mais c'était extrêmement puissant et petit à petit est venu que je dormais plus mal et que j'étais plus fatiguée
Et quand on est fatigué, on gère moins bien ses émotions. Donc, des choses que je gérais naturellement d'habitude, puisque le rôle et le propre d'un dirigeant, c'est quand même de gérer des problèmes, et ben, en fait, parfois, il pouvait m'arriver de me mettre à pleurer. Et puis il se trouve que un jour, j'ai eu un accident de voiture avec mes enfants, mon chien, la totale. Mmh. J'aurais pu tous nous tuer, mais par le miracle de la vie, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Il ne s'est absolument rien passé. Sauf que moi, ça m'a fait l'effet de dire: «Caroline, tu as 35 ans. Est-ce que tu as vraiment envie, encore, de passer le reste de ta vie à te lever, aller bosser, rentrer chez toi, te coucher et sans cette notion de plaisir?» Et je pense que cette notion de joie et de plaisir est centrale dans la vie des gens et encore plus dans la vie des dirigeants. Et donc c'est un peu ça, qui m'a fait me remettre en question, retravailler sur moi, quelles sont mes forces, de quoi j'ai envie, quelles sont mes valeurs, est-ce que je suis alignée avec ça? Est-ce que je porte les messages qui me touchent profondément? En quoi est-ce que qu'est-ce que moi j'amène à mon entreprise et aller plus loin là-dedans? Et je me rendais compte que ce que j'étais en train de faire, je le faisais, mais c'était pas ma force, c'était pas mon talent. Et je passais mon temps dans mon entreprise à inciter mes managers à former leurs collaborateurs dans leurs forces et à Mmh. les encourager à aller encore plus loin dans leurs talents et à Mmh. leur dire: «Mais si quelqu'un est vraiment nul dans quelque chose, vous aurez beau leur donner toutes les formations du monde, ils iront pas en fait. Ils Mmh. y seront pas parce qu'il y aura pas le plaisir, parce qu'il y aura pas l'envie», dont on parlait tout à l'heure. Et je me suis dit: «Mais est-ce que tu peux commencer à t'appliquer un petit peu ces mêmes préceptes et remettre un petit peu plus de sens dans ce que tu es en train de faire?» C'est ce qui déclenche ce mouvement, de passer du déchet au bien-être? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui déclenche ça, c'est, la transformation de mon groupe et sa diversification. Mmh. Donc, quand j'ai dit à mon frère: «Moi, je me retrouve plus, je sais pas si j'ai envie de continuer à travailler là-dedans», on s'est posé la première question qu'il fallait se poser, c'est: «Est-ce que tous les 2, on a encore envie de travailler ensemble?» Parce que c'est la base. Est-ce qu'on a envie de faire perpétuer cette entreprise familiale ou pas? La réponse a clairement été oui. C'est notre héritage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mon frère et moi, on est vraiment extrêmement complémentaires. On est le yin, le yang, on est les 2 faces d'une même pièce, vous voyez? Donc on est un bloc uni. Du coup, on s'est dit: «Bon, si ça te convient plus, qu'est-ce qu'on peut faire de l'entreprise familiale?» Et c'est là où on a décidé de moi, j'ai pas il fallait que ça aligne aussi mon frère. Il m'a dit: «Moi, sur l'environnement, j'ai pas envie d'aller au national. Mais rien nous empêche de se réinventer, de créer d'autres branches d'activité où tu pourras, toi, porter ce sujet et aller au national». Et c'est ça qui a motivé la diversification. Et comment on s'est diversifié? On s'est dit: «Bon, ben, on va aller vers quelque chose qui fait du sens», hein. Je parle beaucoup de sens depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment extrêmement important pour moi qu'un dirigeant soit aligné avec ses convictions, avec sa personnalité. Et donc on a créé 2 nouvelles branches d'activité. On en avait déjà 2, une plus connue que l'autre. La première étant l'environnement, la deuxième était le commerce. B2B. On a continué à aller là-dedans et on a créé 2 nouvelles branches from scratch, vraiment sur nos convictions profondes. Mon frère a toujours été très ancré sur l'environnement et il voulait aller plus loin sur l'énergie. Avec le déchet, on transformait déjà le Mmh. déchet, le biogaz, alors c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail Non, mais ici, c'est important. mais en électricité, en gaz via des process. Et nous, on croit beaucoup que demain, le secteur énergétique est celui qui sera en capacité de produire de l'énergie, aura une longueur d'avance sur les autres. Donc on a voulu aller plus loin sur la partie énergétique. Et puis moi, bah, moi j'ai une formation d'école de commerce. J'ai toujours été passionnée par l'humain. Ma majeure, c'était les ressources humaines, la gouvernance, comment est-ce qu'on embarque des organisations, comment est-ce qu'on emmène des hommes dans les stratégies d'entreprise. Moi, j'ai toujours dit que on peut avoir le plus d'argent, la meilleure stratégie possible, s'il y a personne qui vous aide à le faire et à le co-construire, le dirigeant n'ira nulle part. Et donc j'ai voulu aller plus loin sur ce volet humain et c'est comme ça qu'on a créé Affirmer. Et mon frère a été hyper cool parce qu'il m'a laissé, voilà, assumer, mais cette branche bien-être, où tout le monde nous a dit: «Caroline, elle a fumé la moquette». J'ai peut-être fumé la moquette, mais en tout cas, moi, je suis fière de ce que je fais aujourd'hui, des messages que je porte, avec lesquels je suis pleinement alignée et qui, je pense, sont aussi le supplément d'âme de mon entreprise. Donc aujourd'hui, on a 4 branches d'activité: l'environnement, l'énergie, le commerce et le bien-être. C'est pas facile et tu en parles, du soutien,
du frère, Ouais, du duo, de ouais, l'associé. Il y a beaucoup d'entreprises qui explosent en plein vol ouais, ces conflits ouais. entre ceux qui récupèrent on va dire le bijou de famille. Ouais. Quelles sont, les bases de cette communication-là? Est-ce que vous avez des points communs? Parce que tu dis en même temps vous êtes le yin et Ouais. le yang, mais On a f comment vous arrivez à maintenir, cette, alors, communication? on a cette chance d'entreprise familiale d'être entre frères et sœurs déjà, ce qui est déjà différent de quand on est dans des générations suivantes Mmh. où on est cousins éloignés, voilà. Nous, on est frères et sœurs. Ce qui nous lie, c'est quand même notre éducation, cette entreprise, nos parents qui sont toujours là, et on a vraiment été, éduqués et sensibilisés à ça en disant: «Si vous avez qu'un seul job, les enfants, c'est de ne pas vous disputer». Alors on se dispute quand même de temps en temps, hein, C'est sinon ça serait normal. pas drôle, voilà, et je ne dis pas, que ça ne pourra jamais nous arriver et que dans 10 ans, je vais pas venir vous dire: «Bah non, Mmh. en fait, on se supporte plus», voilà, parce que la vie, la pression, tout ça, personne n'a de boule de cristal. En tout cas, on en a pleinement conscience et on fait énormément d'efforts, tous les 2. Quand je dis des efforts, c'est pas difficile, c'est d'attention, pour, se parler, se dire les choses, s'aligner, respecter les uns la façon de vivre et les ambitions des uns et des autres. On a longtemps eu, on a arrêté il y a pas longtemps, mais je pense qu'on va le reprendre, un coach, alors que mon frère appelle le thérapeute de couple, vous voyez? Qu'on ne voit qu'à 2, qui ne nous connaît pas, individuellement, c'est pour ça que c'est assez rigolo, et dont le seul job quand on le voyait une fois par mois, entre 1 mois et 2 mois, mais c'est de poser sur la table tous les sujets un petit peu difficiles, Mmh. tous les sujets où on a du mal à prendre une décision parce qu'on n'a pas envie de froisser l'autre, parce que c'est Mmh. ça l'enjeu des entreprises familiales, hein, et notamment, il y a l'affect qui est là. Mmh. Et moi, aujourd'hui, si je suis vraiment pas d'accord avec mon frère, alors au-delà d'être pas d'accord, si je me dispute vraiment Mmh. avec lui, je me dispute avec le fils de ma mère, avec le parrain de ma fille, enfin, vous voyez, c'est tout l'écosystème qu'on Bien met sûr. aussi en péril. Et donc, on passe beaucoup de temps, on déjeune à 2 tous les mois, vraiment pour se dire les choses. On a cette personne extérieure qui nous aide à prendre du recul et à trouver un consensus. Parce que le pire risque, c'est de pas prendre de décision pour pas froisser l'autre, ou si on n'est pas d'accord, il y en a aucun qui va vraiment lâcher, et comme on a un peu tous les 2 le pouvoir, en tout cas on l'avait à un moment sur le même périmètre, bah, c'est compliqué, il y a toujours ce «c'est qui le chef?» donc voilà. Et donc on passe du temps, de l'énergie, et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a séparé, qu'on a diversifié. Mmh. Aujourd'hui, Jean-Baptiste est maître de son périmètre sur l'environnement, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions. Moi, je donne bien sûr mon éclairage, ma vision en étant peut-être un petit peu à l'extérieur, et puis il me laisse les mains, très libres sur la construction des autres branches et encore plus sur le périmètre et sur, le mouvement Leader Kiff que je suis en train de créer, mais comme ça clarifie, et ensuite on est tous les 2 dans le même bateau. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nous 2. Ce qui réussit, il le réussit pour nous 2. Ce qui rate, il le rate pour nous 2 aussi, mais c'est la même chose pour moi. Du coup, on se fait confiance et on s'épaule. On se dit bien que s'il fait quelque chose, c'est qu'il pense que ça va être bénéfique pour lui et donc indirectement pour moi et donc pour toute la société. Et on essaie d'être dans ce warning, d'alerte et de bienveillance et de dire Mmh. les choses, et c'est vrai que quand il y a une tierce personne, c'est souvent plus facile. Mmh. Le groupe, aujourd'hui est constitué de plusieurs centaines d'employés. Ouais, Comment on ça se est passe? 900 presque. Ah oui, Ouais, bravo! merci. C'est une belle ETI française, comment vous arrivez du coup à garder cette ambiance, qui était déjà là j'imagine, Ouais. au temps des parents? Comment ils ont vécu déjà le passage, comment ça s'est passé? Alors, le passage et la transition à la diversification du groupe, on leur a, suggéré, mais comme étant aussi une nécessité. C'est-à-dire Mmh. qu'à un moment, c'est soit moi je partais, ou soit on réinventait le groupe, et donc eux ils nous ont beaucoup soutenus, donc ça s'est très bien passé. Ensuite, ça a été d'expliquer les choses, à nos collaborateurs, de préparer l'avenir. Au-delà de s'aligner avec nous-mêmes, c'est vraiment un moyen aussi pour nous de sécuriser le groupe. Parce qu'aujourd'hui, avant, on avait un métier, on était déjà gros, hein, mais un métier de service sur une région, et donc si à un moment ça tanguait pour des histoires, Mmh. de conjoncture, de Bien sûr. contrat, enfin voilà, on avait un peu tous nos œufs dans le même panier. Le fait de diversifier, ça a aussi permis plus de mobilité au Non, sein de nos bien équipes, hein, sûr. puisque du coup, ils peuvent passer vraiment d'un métier complètement différent tout en restant dans le même groupe. Mais aussi, on a vraiment expliqué cette envie pour nous de sécuriser, de bien dormir, le groupe aujourd'hui
fonctionne bien, on gagne de l'argent. Et nous, on s'est dit, l'argent, c'est pas un moteur en soi. Si on gagne de l'argent, ça sert à rien de l'accumuler. Nous, on vit déjà très bien, on n'en a pas besoin de plus. Par contre, c'est maintenant qu'on construit l'avenir. C'est maintenant qu'on se permet d'investir, d'explorer. Il y a des choses qui vont marcher, il y a certainement des choses qui vont pas marcher. Mais j'ai tendance à dire, dans les transformations des entreprises, c'est quand tout va bien qu'il faut se transformer. C'est quand on est au milieu de la pièce. On a 360 pour partir d'un côté, se dire ça va, Mmh. faire demi-tour, repartir de l'autre. C'est pas quand on est dos au mur, Mmh. parce que la crise, on l'a vue de loin, mais On n'a pas voulu on changer. n'a pas voulu changer parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que bah, faire bouger 700, 900 personnes, c'est dur, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Voilà, nous, on l'a fait sans stress, sans pression, avec du temps devant nous. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux. Et ensuite, on travaille énormément sur la culture d'entreprise et la co-construction. On a été un des premiers groupes à faire de l'intelligence collective à 600 personnes à l'époque, c'est-à-dire qu'on a organisé une très grande journée qu'on a appelée AID et on a proposé vraiment à nos 600 collaborateurs via une plateforme digitale de donner leurs idées et de nous aider à co-construire l'avenir du groupe, dans quoi ils voyaient, qu'est-ce qu'ils voyaient qui marchait bien, qu'est-ce qu'ils voyaient qui marchait pas, voilà, histoire de pas avoir d'angle mort. Parce que les dirigeants, ils ont leur vision de leur entreprise, mais ils sont pas forcément tous les jours sur le terrain. Et donc d'avoir un peu cet élan collectif, ça a permis beaucoup de choses et ça a surtout embarqué les collaborateurs. Ils se sentent concernés par l'avenir de leur entreprise. On leur demande leur avis, on fait régulièrement des enquêtes, on essaye d'être proche d'eux et surtout d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, à différents niveaux hiérarchiques. Et on fait beaucoup de formations de management sur ce sujet parce qu'on veut que ça puisse descendre. Alors bien sûr, ce qui est pensé en haut, ça descend pas instantanément en bas, hein, et c'est pas toujours bien fait. Et aucune entreprise est parfaite. En tout cas, on met l'énergie pour et on met les moyens. Et ensuite, on veut rester soudés et on fait régulièrement, tous les 3 à 5 ans. Alors, en fait, on fait quelque chose tous les 5 ans. Enfin, tous les 3 ans, pardon. Une fois, c'est avec les conjoints et une fois, c'est conjoints et enfants. Et on fait vraiment des fêtes familiales, comme je pense plus beaucoup d'entreprises font. Où le but, c'est juste de revisiter notre site, que les gens puissent montrer leur lieu de travail et puis de danser tous ensemble et de passer un bon temps avec les collègues. Et en fait, de cultiver ce sentiment d'appartenance et cette fierté de travailler pour un groupe familial où c'est encore la famille qui est aux manettes. Voilà. Alors après, c'est moins familial, hein. Il y en a qui nous disent, il y a plus de structure, c'était mieux avant. Mais forcément, quand on grandit, il y a des choses qui changent. Mais en tout cas, on essaye vraiment, et c'est quelque chose qui nous tient profondément à cœur, de garder cette entité, cette identité familiale qui est la nôtre. Avec plus de structure, mais Bien sûr, voilà. et puis effectivement, par exemple, en Italie, il y a une tradition beaucoup plus présente sur, les entreprises familiales, contrairement en France. Comment tu l'expliquerais on va dire, les dirigeants qui finalement, n'arrivent pas à créer un écosystème familial, suffisamment présent pour le transmettre? Et il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont disponibles pour un «reprenariat» Ouais, entre ouais, guillemets. ouais, ouais, au je vais pas aller sur ce terrain aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais la fiscalité française est Ah, quand même, absolument abominable quand il s'agit de transmission et de transmission oui. familiale. D'ailleurs, les règles sont pas les mêmes en Italie, vous l'avez cité, en Allemagne non plus. Et quand on voit les stats d'entreprises familiales, voilà, en France, on va rarement au-delà de la troisième parce que c'est tellement lourd, Mmh. à transmettre. Il y a besoin de tellement d'anticipation et cetera que ça devient difficile. Et il y a des dispositifs qui existent, hein, on parle Pacte Dutreil et Mmh. d'autres, mais qui sont en train d'être remis en question parce qu'elles sont considérées comme des niches D'optimisation, d'optimisation fiscale et de transmission déguisée, alors que pour moi, c'est juste un levier incroyable de transmission des entreprises. et de souveraineté, Et parce de que ces souveraineté bijoux économique partent. et de souveraineté économique, mais tout à fait, tout à fait. Donc moi j'ai ça. Après sur l'écosystème, j'avoue que je maîtrise pas, je connais pas assez pour, tu vois, pour te faire un élan de management entre les entreprises italiennes ou les Non, nôtres, mais par exemple, si je devais schématiser, la question en elle-même, c'est de dire et qu'est-ce que tu dirais à des enfants, de parents, ouais, qui ont, des entreprises familiales. familiales, qui hésitent, qui ont peur, de cet exercice, de cette aventure, Ouais. qui voudraient peut-être, être tentés par, on va dire, renouveler eux-mêmes, leur propre aventure. Qu'est-ce que tu leur dirais, sur, cette expérience?
qui finalement est assez peu connu. Oui, moi je leur dirais que c'est une aventure absolument formidable, qui est difficile, mais qui est formidable. Tout l'enjeu, et ça mes parents l'ont très bien fait, c'est d'initier assez les enfants, donc de les faire comprendre, l'héritage familial, qu'est-ce qu'est l'entreprise, de créer cette affectio societatis. Vous parlez dont on parle presque exclusivement dans les entreprises familiales. Je pense que ce mot ne sort pas en dehors de ça, mais c'est vraiment ça, c'est de créer l'attachement des enfants à l'entreprise sans leur faire porter ni l'obligation ni tout le poids du sac à dos. Vous voyez, si Mmh. c'est du chantage, si c'est de l'obligation, si De l'enfant n'est pas culpabilisation. profondément convaincu que ça fait partie de sa destinée de reprendre l'entreprise familiale, s'il y va à reculons, il faut surtout l'encourager à ne pas le faire parce qu'il pourrait revenir après, en fait. Je pense que c'est la pire des choses d'obliger un enfant à reprendre une entreprise familiale qu'il a pas envie de reprendre ou dont il se sent pas proche du métier. On parlait du métier tout à l'heure, moi je l'avais dit, hein, je j'étais pas sûre de vouloir rentrer dans l'entreprise familiale. Le traitement du déchet, on a beau dire ce qu'on veut, moi j'aime bien l'idéologie, c'est quand même pas sexy comme métier, hein, je savais pas si j'allais aimer. Mes parents ont été très cool, avec ce truc de dire: «Bah, Jean-Baptiste arrive, lui, c'est son truc, voilà, il est tombé dans la marmite comme Obélix, il a bu à la cuillère», enfin, donc il arrive et ça serait dommage que tu essayes pas et moi j'avais ça, ce truc-là. Hem, Pareil, je fais un petit aparté, mais dans les entreprises familiales, il y a 2 modèles, 2 écoles, moi j'ai pas de religion, c'est soit on rentre assez vite dans l'entreprise familiale, plutôt à des postes opérationnels et on Mmh. monte, soit on fait 10, 15 ans à l'extérieur et on revient. Bon, il y a des belles réussites, des beaux échecs dans les 2. Nous, on a plutôt fait le choix de rentrer tout de suite et moi, j'avais cette conviction que, en tout cas, à notre petite échelle d'entreprise de peu d'actionnaires, peu d'associés, il fallait qu'on fasse la même chose. Je me voyais pas arriver, Jean-Baptiste arrivait maintenant, enfin, on parle de ça en 2008, hein, et moi dire: «Je vais faire 10 ans et puis si j'ai un regret, je reviendrai ramener ma science et dire: "Attends, moi j'ai vu d'autres choses, je vais t'expliquer comment ça marche"». Je trouvais que ça marchait pas. Donc j'ai essayé en me disant: «On verra bien», j'étais pas sûre du travail en famille parce qu'on parle de frères-sœurs, mais on a aussi les parents, c'est tout un écosystème qui est à la fois extrêmement puissant et à la fois extrêmement fragile. Et les collègues vous ont Et vu les collègues jeunes, ouais, tous les et 2? puis, mes collègues, nous ont fait la bise, ils nous connaissent depuis qu'on a Ouais. 4 ans, donc à prendre une posture, bon, on va se serrer la main, hein, à partir de maintenant, c'est pas que je suis hautaine, mais à un moment, on va quand même créer la distance saine, hein, vous Bien entendez sûr. bien, mais voilà, à un moment, il faut aussi se voilà. Mais j'ai été extrêmement bien accueillie parce qu'en général, les collaborateurs, c'est soit c'est les enfants qui reprennent, soit ils savent qu'il y aura une vente à l'issue Mmh. de la carrière des dirigeants. Donc en fait, en général, heu, on est extrêmement bien accueillis, c'est bienveillant, avec cette difficulté de trouver sa place, se faire un prénom, réussir à emmener quelque chose qui est pas évident. Et donc moi je l'ai fait et comme j'aimais pas le métier, je suis partie sur plutôt l'idéologie et j'ai créé toute cette identité, ce groupe, j'en ai parlé énormément dans les médias et c'est là où il a commencé à avoir dont je vous ai parlé tout à l'heure, de JP dit: «Bah oui, mais nous sur le métier, on veut pas aller là», vous voyez? Et c'est ce que j'avais dit à mes parents. Moi, si j'avais dû créer from scratch quelque chose, j'aurais pas créé une entreprise dans le traitement des déchets. Ça ne veut pas dire que c'est pas absolument indispensable pour la planète. C'est juste, on vous parle de sens, Mmh. d'attachement filial. Enfin, je pense que presque tous les sujets sont importants, en fait. C'était pas le mien, mais c'était mon entreprise familiale. Et c'est là où je pense qu'on a réussi à être intelligent. En tout cas, l'avenir nous dira si on a réussi notre pari, mais à se réaligner et à faire un beau mélange de continuer l'héritage familial. Et c'est le dada de mon frère. Et il est juste incroyable quand on le voit, il est passionné. J'ai beau l'entendre 50 fois, je ne saurais jamais représenter l'entreprise comme il la présente parce que c'est son truc. Comme lui, il pourra pas faire ce que je fais parce que c'est mon truc. Et voilà. Et donc moi, c'est de dire aux parents, soit donnez-leur assez d'affectio, ne les obligez pas. Et après, ce qui est aussi possible de faire dans les entreprises familiales, c'est d'aider les enfants à avoir leur propre projet à l'intérieur de l'entreprise Mmh. familiale. Et ça, on n'en entend pas assez. On parle un peu d'entrepreneuriat, mais plutôt pour des collaborateurs. Alors qu'il y a aussi des formidables histoires à inventer, de dire on a de l'entreprise, on a des moyens en Mmh. général quand les entreprises fonctionnent bien. Et je trouve ça peut-être un petit peu rude parfois de dire c'est soit ce métier-là et tu rentres, ou sinon tu te débrouilles à l'extérieur.
pourquoi se débrouiller à l'extérieur en fait? C'est aussi de pouvoir accompagner les enfants dans leur métier de cœur, là où ils seront bons, là où ils seront brillants, et d'en faire une filiale détachée. Pourquoi est-ce qu'il Mmh. faudrait un seul métier, enfin voilà, moi je me bats un petit peu contre les systèmes figés des anciennes organisations, des anciens schémas de pensée. Je me bats, vous le savez, hein, contre le leader invincible. Je me bats un peu contre toute la bienséance de la vie, elle est comme ça, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas casser les codes? Moi, je casse les codes, je suis comme ça, je le serai toujours. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Épaulez vos enfants et un jour, peut-être, ce business-là marchera ou il marchera pas, mais vos enfants auront fait leur propre expérience. Mmh. Ils auront eu la liberté, ils auront eu le soutien de la famille de faire la propre expérience. Et si ça a marché, bah, tant mieux. Et c'est une nouvelle corde à l'arc de l'entreprise. Et si ça n'a pas marché, ils se seront sentis tellement soutenus que potentiellement, ils vont même revenir dans la première histoire Mmh. familiale. Parce qu'on va pas se mentir, reprendre, c'est quand même plus facile que de commencer quelque chose de zéro. Mmh. Parce qu'il y a déjà des gens en place, il y a déjà un écosystème, il y a déjà des premiers clients. Ça s'est vu, ça se verra encore. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir. Et puis c'est aussi une manière, on va dire, de créer une forme de zone de confort, pour des dirigeants qui sont aujourd'hui particulièrement secoués. L'Institut Choiseul, sortait, une grande majorité, 75 si je me trompe pas, des dirigeants qui Sans sont surmener. fréquemment, Ouais. voilà, stressés, surmenés, fatigués, toi qui les rencontres souvent avec, le mouvement Leader Kiff et en plus, sur différents territoires, différents secteurs, comment tu sens aujourd'hui, l'évolution de ce style de leadership des dirigeants? Est-ce qu'on est vraiment sur un mouvement ou bien avec ce qui se passe, en fait, on est tous fatigués, on n'a même plus le temps de montrer nos failles? Moi, je pense que le mouvement est en marche et qu'il s'arrêtera pas. Je ne sais pas à quelle vitesse il va aller. Je ne sais pas à quelle vitesse, est-ce qu'il y aura une révolution ou pas? J'ai pas envie de parler de révolution, mais il y a une évolution, ça c'est sûr, du style de leadership. Et ceux qui veulent pas en entendre parler, c'est un peu comme ceux qui veulent pas entendre parler de l'IA. Vous voyez, on a beau être contre, on a beau ne pas l'utiliser, c'est là et ça prendra la place de ceux qui l'utilisent pas, ou en tout cas, les organisations de ceux qui l'utilisent, iront plus loin et plus vite que ceux qui l'utilisent pas. Pour moi, l'évolution du leadership, elle va exactement dans cette même dynamique. Aujourd'hui, il y a une révolution du sens. Les nouvelles générations veulent savoir pourquoi elles travaillent. Elles veulent plus d'équilibre dans leur vie pro-perso. Moi, j'aime pas utiliser ce terme. J'utilise un terme d'équilibre, Mmh. voilà, d'une équilibre de vie. Et chacun met son curseur là où il est. C'est pas une question d'heure, c'est pas une question d'implication, c'est une question de sens et d'engagement personnel. Et je pense que si on prend pas ça en compte et si les dirigeants s'obstinent à vouloir faire un management et un leadership Dur, très dur, autoritaire, très autoritaire, très directif et surtout très vertical, descendant. descendant, ils vont prendre le mur à un moment et leur organisation sera moins flexible, moins agile. Et un mot que j'aime beaucoup et que je commence à travailler beaucoup au sein de mon entreprise, c'est moins robuste. Parce Mmh. que c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de collaborateurs engagés, qui se sentent bien dans leur job et bien dans leur vie, et bien dans leur tête. On parle de santé mentale, hein, le mouvement Leader Kiff, c'est vraiment ça. C'est réconcilier ambition et équilibre. Et par le prisme, entre guillemets, du bien-être, alors pas le bien-être bisounours, tout va bien, je vais bien, par le sujet de dire si je me sens et que j'arrive à faire rentrer dans mes 24 heures que tout le monde dispose, hein, ce qui est vraiment important pour moi, en fait, je n'en serai que meilleure à tous les niveaux. Si j'arrive à dormir correctement, si je m'alimente bien pour rester en énergie, je maîtrise mieux mes émotions, j'ai plus de clarté mentale, parce que c'est ça le principal risque hein, du leadership quand on est vraiment surmené, stressé, anxieux tout le temps, c'est que c'est un peu la mouche là qui vole, vous savez, Bien sûr. qui est partout, qui est truc, on bosse 60 heures par semaine, mais en fait on ne fait rien. On ne fait rien parce qu'on ne prend plus les bonnes décisions, on n'a pas le recul pour poser les organisations, et c'est ça tout l'enjeu de leadership, c'est de dire, c'est quand vous allez bien, qu'il faut continuer à prendre soin de vous, qu'il faut mettre en place les routines, heu, les habitudes pour le rester et tendre la main à vos collaborateurs. Et pour moi, on parle de santé mentale, c'est la grande cause nationale, hein, Mmh. 2025. Il y a des initiatives un petit peu de partout, beaucoup pour les collaborateurs,
un petit peu pour les dirigeants. En tout cas, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice sur ce sujet et de prendre publiquement la parole là-dessus, parce que je pense que ce sujet de la santé mentale, c'est le game changer des organisations de demain et que ça viendra des dirigeants. C'est les dirigeants qui impulsent des cultures d'entreprise, c'est les dirigeants qui allouent des budgets de formation, c'est les dirigeants qui sont dans cette acceptabilité ou pas. Je parlais de culture, mais c'est vraiment ça. Et sans eux, il peut se passer plein de choses en dessous. Hein. Ça ça pourra pas prendra pas. marcher. Ouais. Ça prendra pas. Donc, ça doit commencer par nous, à nous de prendre soin de nous, de prendre soin de nos collaborateurs. Et j'ai l'habitude de dire que la santé mentale, notamment des leaders et des dirigeants, on est parfaitement dans le thème, hein, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise et qui est peut-être le plus sous-estimé. C'est un capital immatériel. Sans le fait d'avoir des dirigeants créatifs, tenaces, à l'aise avec eux-mêmes et les autres, avec des écosystèmes relationnels, on va dire stables, bah, en fait, ça finit par péter de partout. Mais malgré tout, on recrute toujours les mêmes Collaborateurs ou dirigeants? dirigeants. On va Ça veut dire aller quoi? vers des caricatures, d'ailleurs, on le voit dans les expressions, on va dire, récentes de ce que veut dire un leader Ah dans oui. les discours, même des grands dirigeants. On va aller vers des caricatures, même, allons plus loin, plus vite, toujours, vers des objectifs, financiers. Comment on peut matérialiser d'une certaine manière, une vision de cette, responsabilité sociale, Mmh. vers des objectifs tangibles, et qui peuvent être inscrits même dans les Oui, dans rapports la gouvernance d'activité, dans la et dans les gouvernance, KPI de voilà. l'entreprise, hein, on est tout à fait d'accord. On recrute toujours les mêmes, oui. En même temps, on parle beaucoup des grands patrons, mais des grands patrons, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des très grandes entreprises. Par contre, il y a beaucoup de patrons et beaucoup de petits patrons. Et moi, je pense que c'est eux qui feront bouger les choses. C'est en marche. C'est en marche et il y a plein d'initiatives, notamment, j'étais ce matin avec Angèle Malâtre, qui est la déléguée Mmh. générale d'Alliance pour la santé mentale, qui est en train de développer une charte Mmh mh. Alliance pour la santé mentale en entreprise, Alliance Mmh. Emploi. Et voilà, il y a déjà un bel engouement des entreprises pour être signataires de cette charte. Et quand on devient signataire de cette charte, le groupe Baudet le sera dès la signature, là, c'est mi-novembre. euh, on s'engage. On s'engage à mettre des actions en place dans les entreprises, on s'engage à mesurer et on s'engage à faire bouger les choses. Donc, ça va venir. C'est pour ça que en préambule sur cette question, je dis, je ne sais pas à quel rythme, mais on y va. On y va et il y a quand même de plus en plus de dirigeants et rien qu'à voir l'engouement pour Leader Kiff qui va se lancer qu'en janvier, hein, il y a encore rien. Moi, je ne fais qu'en parler pour l'instant. Je On m'entoure, je parlait très crée. bien. Enfin Merci, merci. Mais aujourd'hui, moi, je veux sensibiliser, fédérer et accompagner. C'est vraiment ça l'enjeu. Je suis dans la phase là de sensibilisation, d'éveil des consciences, de briser le tabou. C'est ce que je suis en train de faire. Je commence à fédérer à travers les soirées Leader Kiff et en janvier, on pourra commencer à accompagner en proposant vraiment des programmes et des formations à la fois pour les dirigeants et pour les top managers, pour les CODIR mmh. ou les COMEX. Mmh. Euh, rien que ça, c'est le nombre de personnes qui viennent à des soirées payantes, alors qu'en tant que dirigeant, on peut être de toutes les Oui, soirées, bien tous sûr. les jours, on ne sait pas où donner de la tête et tout ça gratuitement. Je vois le nombre de personnes qui viennent là maintenant, alors qu'on est juste dans la construction, le nombre de messages, que ce soit sur LinkedIn ou sur Insta, que je reçois en message privé, la prise de conscience est en marche en fait. C'est assez fou. Et moi, j'essaye de partager ce quotidien aussi sur les réseaux sociaux, Mmh. donc sur LinkedIn plutôt de manière plus professionnelle, sur Insta en expliquant un peu, bah oui, toute cette pression, toute cette vie de DG et de Les maman allers-retours à solo Paris. et de charge mentale, mes allers-retours à Paris. Et j'ai failli rater le train ce matin parce que, bon, bref, toujours plein de choses. Mais c'est ça aussi la vraie vie, en fait. Et je trouve que montrer que oui, on est des DG, mon groupe, il fait plus de 200 millions d'euros, je gère 900 personnes, je ne suis pas toute seule pour le faire. Et j'ai aussi 2 enfants et je suis maman solo. Et de comment est-ce qu'on gère la pression et comment est-ce qu'on prend soin de soi. Et voilà, et tout ça est dans une volonté de partage et d'inspiration.
Moi, je souhaite que tout le monde prenne la parole là-dessus, que tout le monde partage ses tips parce que chaque personne est différente. Chaque personne a son propre équilibre, chaque personne a ses propres signaux faibles. Et c'est ça que j'essaye de partager quand je dis non, là, vraiment, là, c'est trop et c'est trop fatigant et il faut se préserver. Parce qu'encore une fois, hein, le risque, c'est d'exploser au vol et c'est de pas tenir dans la durée. Or, pour faire gagner des organisations, pour créer des mouvements ou pour, voilà, changer les choses dans la société, il faut du temps. Et c'est tout ça l'enjeu de Leader-Kiff. Et cette endurance-là que tu mets en avant, parce que d'une certaine manière, on a besoin d'être endurant, d'avoir, ce souffle pour pouvoir effectivement faire face à ces défis. Toi, tu les matérialiserais, c'est pour ça que je reviens sur cette question, avec deux trois objectifs, deux trois KPI qui te viennent comme ça à l'esprit, qui te semblent au-delà de l'absentéisme? Parce qu'on parle beaucoup de Oui, on parle de l'absentéisme. l'absentéisme, il y a l'engagement, actif et Oui, passif aussi, hein, bien bien sûr, sûr. Sur les KPI, on est en train d'y travailler. Il y a, les enquêtes, hein, qu'on peut mettre d'accord. aussi sur les collaborateurs, sur leur bien-être. C'est encore une fois un grand mot, mais il y a Leur pas aujourd'hui perception, leur en tout cas. perception, voilà, Bien. de leur travail, de leur reconnaissance, de comment est-ce qu'ils se sentent valorisés ou pas dans l'entreprise. Est-ce qu'ils ont les bons outils? Est-ce qu'ils ont les bonnes dynamiques? Leur niveau de stress, leur niveau de sommeil aussi. Enfin, alors c'est du déclaratif aujourd'hui, on est d'accord, mais c'est déjà un premier enjeu que d'en prendre conscience. Moi, je trouve que c'est ce qu'on a fait. On vient de faire on est engagé dans la démarche Choose My Company. Là, Mmh. c'est des questionnaires nationaux, hein, pour pouvoir aussi se comparer aux autres sociétés qui demandent justement où en êtes-vous et comment vivez-vous dans votre entreprise et recommanderiez-vous l'art de vivre entre guillemets dans votre entreprise, l'art de travailler plutôt. Mais Mmh. voilà. Et tout ça, c'est quand même des indicateurs mesurables, palpables de Bien comment sûr. va notre entreprise. Et ce côté, de stress, d'anxiété, de comment est-ce que je me sens, ce sont des indicateurs. Mmh. Les heures supplémentaires aussi, mais Bien comme sûr. on peut aller sur plein de facteurs différents. Nous, on est en train de déconstruire et c'est le passage qu'on va faire avec justement, la signature de cette charte. Et donc on est en train avec le service à la fois ressources humaines et RSE, hein, parce que c'est une double composante, hein. On est dans la responsabilité sociale et sociétale et à la fois aussi sur les ressources humaines. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est de réussir, c'est ce savant équilibre, hein, de et bien-être, équilibre et performance, parce qu'on reste dans des organisations qui, pour durer dans le temps, doivent gagner de l'argent et donc doivent être efficaces. Et c'est ça tout l'enjeu, de trouver cet équilibre. Et pour moi, c'est un vecteur et c'est même un levier, voire un tremplin pour avoir des organisations plus performantes demain. Et puis d'une certaine manière, c'est comme si tu remettais au centre la question de la congruence ou de la cohérence entre l'intention, le discours et le comportement. Exactement. Si le comportement, est complètement dissonant par rapport à ce qu'on dit ou à ce qu'on a comme intention, bah, en fait, les salariés ne vont pas suivre ou tout simplement, ils vont partir, le plus simplement possible. Aujourd'hui, le marché du travail, Oh oui. reste, tendu donc Oh, ça s'est complètement inversé, hein. C'est les entreprises qui draguent les candidats, hein. On n'est plus du tout sur la même, les bons candidats, mais bien sûr, tout à est-ce que fait. du coup, toi, avec ces prises de parole et on va dire, ce discours et ce comportement aussi qui est tangible Mmh. pour les collaborateurs, vous avez vu une forme d'attractivité, ou une fidélisation qui s'est observée au groupe Baudelaire? Ouais, on a, beaucoup, beaucoup de monde qui postule pour ça. Pour, ma prise de parole sur les réseaux, qui ont envie de bosser dans une entreprise qui prend, la santé mentale à la fois des collaborateurs et des dirigeants, enfin forcément Mmh. en considération. On a très peu de turnover, donc on est assez fiers de ça. C'est que les gens sont bien chez nous, les résultats de l'enquête sont bons, donc on est content. Et pareil, on offre, beaucoup de choses. Ça fait aussi partie de notre marque employeur, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on a proposé, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une start-up qui s'appelle Vipali, qui fait de la prévention santé, en entreprise, pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, l'année dernière, on a offert à nos 700 collaborateurs, l'usage de l'application Vipali. Donc c'est un questionnaire de 180 questions qui a été fait, par des médecins, en lien notamment et validé par l'Institut Pasteur. Donc on parle quand même de quelque chose qui tient Qui est vraiment la route, solide, voilà, ouais. qui est solide et qui va, identifier individuellement les facteurs de risque de chacun de nos collaborateurs et qui va ensuite leur proposer via une application digitale, plein de
petits défis journaliers pour changer les habitudes et surtout agir sur les facteurs de risque qui ont été identifiés. Et ben ça, c'est un premier sujet où si le patron n'est pas pleinement convaincu, ça se fera pas dans les entreprises et tout ça est très vertueux. Et il y a des gens qui viennent aussi pour ça, parce qu'on propose des cours de sport le midi, parce qu'on est en train de mettre en place des hotlines, vous savez, Soutien de psychologique. soutien psychologique, parce que la dernière journée leader, on a fait nos 150 leaders, on a fait des journées de formation sur justement la gestion des émotions, la détection des signaux faibles, l'importance de l'optimisme, du mindset et de se mettre en mode agile. Je parlais de robustesse tout à l'heure, mais de trouver des solutions, etc. Et on a vraiment libéré la parole sur pourquoi est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est bullshit quand on parle de bien-être. Qu'est-ce qui est bullshit là-dedans? Comment est-ce qu'on peut faire pour vous prouver que ça ne l'est pas? Et d'avancer, tout en restant bien évidemment dans des organisations à but lucratif, comme on parlait tout à l'heure, enfin, et orienté forcément performance. Mais pour moi, les deux sont conjugués. Donc, c'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de rétention, c'est évident. Et moi, je suis convaincue et je ne peux qu'inciter les dirigeants à dire la vulnérabilité, si elle est maîtrisée, si elle est contrôlée, et c'est le but du jeu quand on en parle et quand on est en capacité de mettre des mots dessus, ça, on devient extrêmement fort, ça devient puissant, Régénérateur. ça devient régénérateur parce que les gens s'embarquent avec vous. Vous êtes un humain. Mmh. Vous avez des moments up, des moments down, comme eux. Bien sûr que vous devez rester le phare dans la tempête et qu'ils vont compter sur vous, mais le fait de ne pas être un robot et de savoir qu'ils peuvent, s'ils traversent un moment difficile, mettre des choses sur la table et qu'ils savent que on va leur proposer des dispositifs pour les aider et que c'est pas marche ou crève, je pense que ça fait la différence en fait dans des entreprises. Et ça fera de plus en plus. Et demain, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer. J'en suis convaincue. Et puis d'une certaine manière, dans une forme d'épidémie aujourd'hui de solitude et de difficultés de santé mentale, vous rappelez avec Baudelaire, on va dire, et avec ce mouvement, que l'entreprise n'est pas juste un tiers-lieu professionnel de production, Tout à mais fait. c'est un tiers-lieu social qui tisse des liens. On en parlait tout à l'heure hein, sur la RSE dont je vous parlais, mais pour moi, le travail doit être un élément positif de la vie. Il y a des éléments, il y a des choses positives et des choses négatives. Ça doit être un élément de la vie. Ça procure du lien social, ça procure De rémunération. d'épanouissement intellectuel, et j'allais y venir, et de la rémunération. Mais comme on parlait beaucoup de sécurité physique et où on a toujours mis beaucoup de choses en Oui, place, et oui, on est chiant sur la des sécurité, mais les accidents, salariés ne sont pas là pour se blesser. Enfin, bien sûr, voilà, donc on met des choses en place, ça a un coût pour qu'ils ne se blessent pas, c'est chiant parce que bien quand sûr. ils font pas attention, ils sont sanctionnés, c'est vrai. Mais tout ça est dans un mieux-être. Et ben c'est exactement pareil dans l'autre sens. C'est réussir à conjuguer et à faire du travail un levier positif pour la vie entière en fait, et pour nos enfants, parce que comment nos enfants nous voient quand on rentre du travail, est-ce qu'on est épuisé, est-ce qu'on dort pas, est-ce qu'on pleure tout le temps, quelle image ils ont eux de la représentation du travail, parce qu'ils savent pas vraiment hein, ce que fait papa maman, on explique en 20 secondes ce qui se passe. Eux, ce qu'ils ont, c'est le schéma de représentation du travail. Et est-ce que quand ils rentrent, ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont angoissés? Est-ce qu'ils passent leur temps à me crier dessus? Alors que quand on est en vacances, tout va bien. Alors bien sûr qu'on est toujours plus détendu quand on est en vacances, vous voyez? Mais moi, je pense qu'on doit pouvoir donner une image du travail qui soit positive, en étant dans ce schéma de je vais bien, je prends soin de moi, j'agis dès que je ressens les premiers signes d'alerte, entre guillemets, parce qu'il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées. Hein, c'est tout Mmh. le monde. Mais quand à un moment, tout devient lourd à porter, quand on fait plus face aux petites difficultés de la vie, c'est là. C'est Mmh. ce moment-là précis où il faut réagir, où il faut peut-être lever la main, aller voir un psy, en parler à son entreprise, aller dans des cercles de parole, rejoindre des réseaux comme LeaderKiff par exemple, hein, où c'est du peer-to-peer, enfin, on dit Mmh. peer-to-peer plutôt en anglais, mais voilà. Et est-ce que je peux échanger avec des gens comme moi qui ont aussi des responsabilités, qui ont envie de faire prospérer leur entreprise, mais pas au détriment de ma santé en fait, et pas au détriment de ma vie. Mmh. C'est ça tout l'enjeu.
Merci Caroline, parce que d'une Merci. certaine manière, en fait, ta conviction, non seulement communicative, mais en plus, elle rappelle que pour renouveler cette désirabilité du travail, pour le futur, il faudrait commencer par le présent et de Exactement. renouer avec le présent, de notre travail, d'arriver à retrouver du plaisir, dans l'exercice, professionnel, car, on va dire exercer un métier ne veut pas dire se sacrifier et ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est aussi un des beaux mantras qu'on pourrait rappeler sur À bout de taf, et d'une certaine manière renouveler avec la désirabilité du travail face aux crises qui sont là, qui nous guettent et qui nous demandent à mieux répondre pour les générations qui suivent. Nous te remercions avec Laure pour avoir répondu présente à cette invitation. Et Merci Moutaïda. Et rejoignez-nous et n'attendez pas d'aller mal pour aller mieux. merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup. Merci et puis retrouvez-nous pour un prochain épisode sur À bout de taf, le cycle décideur.